Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire du concept de molécule. En chimie, l'histoire du concept de molécule retrace les origines du concept ou de l'idée d'existence dans la nature d'objets formés par liaison de deux atomes au plus, selon lesquels les structures de l'univers sont établies. En ce sens, le concept d'objets fondamentaux, semblable au concept moderne de molécules et d'atomes, trouve ses origines au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec le philosophe grec Leucippe, qui soutenait le fait que tout l'univers se compose d'atomes et de vide. Cette idée sera développée plus tard, vers 450 avant Jésus-Christ, par le philosophe grec Empédocle, qui fonde la théorie des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, ainsi que les forces qui leur sont associées, l'attraction et la répulsion. Sur la base de ce raisonnement, qui est alors purement philosophique, de nombreux scientifiques spéculeront tout au long de l'histoire sur la manière dont les éléments ou les atomes peuvent interagir entre eux en un système cohérent. Au niveau étymologique, le mot molécule dérive du mot molecula, qui est un diminutif du mot mol, qui signifie masse, c'est-à-dire la très petite masse d'un corps, ou si vous voulez encore, très petite partie d'un corps. Vers l'an 485 avant Jésus-Christ, le philosophe grec Parménide fonda sur un argument ontologique contre le néant sa philosophie, niant la possible existence du vide. En 460 avant Jésus-Christ, le philosophe grec Leucippe, en opposition à Parménide, qui nie le vide, il propose une théorie atomique qui explique la raison pour laquelle tout dans l'univers est composé d'atomes ou de vide. En plus des théories atomiques, s'établissent diverses théories essentielles d'éléments. Dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, Thalès pensait que l'élément essentiel était l'eau et que toutes les choses dérivaient de cet élément. Thalès établit que le monde original devait avoir été entièrement composé d'eau et que c'était donc l'élément essentiel. Anaximandre proposa à la place de l'eau un système infini qui serait une matière indéterminée contenant le froid, le chaud, le sec et l'humide, etc. Quant à Anaximène, il propose que l'élément essentiel, c'est plutôt de l'air. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le grec Empédocle, étant influencé par Pythagore, proclame que toutes les choses sont composées de des combinaisons différentes de 4 éléments: terre, eau, feu, air. Platon suppose que la particule fondamentale de chaque élément possède une forme géométrique précise. Tétraédrique, c'est pour le feu, octaédrique, c'est pour l'air, icosaédrique pour l'eau et cubique pour la terre. À cette théorie des 4 éléments, on ajouta vers 350 avant Jésus-Christ un 5e élément,
la quintessence, ce qui forme les cieux. Sur la base de cette logique, divers auteurs ont spéculé au cours du temps sur les formes géométriques possibles, telles que les cercles, les carrés, les polygones, etc., des éléments et comment ces formes pourraient se combiner, se repousser ou interagir les unes contre les autres ou avec les autres pour créer de nouveaux éléments. Le concept de molécule à l'état moderne. Une molécule est formée de... C'est le concept actuellement admis. Une molécule étant formée par des éléments, deux atomes au moins, pour pouvoir parler d'une molécule. On peut, avec un seul élément, combiner deux atomes au plus. Donc, si je prends le cas de l'hydrogène, c'est H2, le même élément, deux atomes, ils nous donnent la molécule. Si je prends le cas du carbone, graphite par exemple, qui est fait de feuillets contenant uniquement le carbone, il y a un grand nombre d'atomes de carbone, le même élément qui est le carbone, qui sont liés. Et la molécule peut aussi être formée par la combinaison de plusieurs éléments. Ce que vous voyez devant vous, c'est la molécule de l'acide sulfurique, anhydre. Il est composé de trois éléments, hydrogène, soufre et oxygène, avec des proportions bien définies. Deux atomes d'hydrogène, un seul atome de soufre et quatre atomes d'oxygène. Cet assemblage forme la molécule de l'acide sulfurique. Ça n'a rien à voir avec l'image que vous voyez là. Sur l'image, vous avez le même élément, un seul élément, le même élément, mais il est formé par un grand nombre d'atomes. Alors, comment on est arrivé à ce stade-là? Au début du XIXe siècle, John Dalton développa sa théorie atomique dans laquelle il proposa que chaque élément est composé d'atomes d'un seul et unique type et que ces atomes sont immuables et indestructibles, mais ils peuvent se combiner en structures plus complexes. Les historiens ignorent comment Dalton est arrivé à cette conclusion, sauf que cette théorie lui permet d'expliquer plusieurs phénomènes chimiques que lui et ses contemporains étudiés à l'époque. Le premier fut la loi de la conservation de la masse, formulée par Antoine Lavoisier en 1789, qui dit que la masse totale d'une réaction chimique reste constante. Alors de cela, Dalton conclut que la matière est fondamentalement indestructible. Le deuxième fut la loi des proportions définies, prouvée par Joseph-Louis Proust en 1799. Cette loi dit que si un composé chimique est décomposé en ses constituants, les masses des constituants auront les mêmes proportions, peu importe la quantité ou la source de la substance originelle. Proust a synthétisé du carbonate de cuivre 2 par plusieurs méthodes et a observé que dans chaque cas, les ingrédients se combinaient dans les mêmes proportions que celles qu'il obtenait en décomposant le carbonate de cuivre 2 naturel. Dalton, lui aussi, a étudié le système oxygène-azote, ou si vous voulez, le monoxyde d'azote et l'oxygène à l'état gazeux. Dans une combinaison, il formait N2O3, mais quand il a doublé la quantité d'oxygène, il obtint le dioxyde d'azote NO2. Donc là, ce que vous voyez devant vous sur l'écran, nous avons donc les systèmes des composés, trois composés
du système oxygène-azote sur lesquels Dalton a travaillé, et on voit sur le tableau que pour 1 gramme d'azote, une fois il trouve 0,571 grammes, dans un autre cas c'est 1,14 grammes, et dans un troisième cas 2,28 grammes. Et nous allons voir comment on peut remonter aux combinaisons de ces substances. Mais avant ça, il faut dire qu'à cette époque, les scientifiques, ils confondaient, ils n'avaient pas bien encore compris ce qu'est une molécule. Alors, l'erreur de Dalton, il fait corriger en 1811 par Avogadro. Avogadro a proposé que 2 volumes égaux de 2 gaz différents, à température et pression égales, ils possèdent des nombres égaux de particules. En d'autres termes, la masse des particules n'affecte pas le volume. Cette découverte lui a permis de déduire la nature diatomique de nombreux éléments en étudiant les proportions dans lesquelles ces gaz se combinent avec d'autres éléments. Par exemple, si 2 litres d'hydrogène se combinent avec 1 litre d'oxygène pour former 2 litres d'eau en vapeur à température et à pression constante, cela signifie que les molécules d'oxygène se divisent en 2 pour former avec l'hydrogène 2 molécules d'eau. Donc Avogadro fournit donc des estimations plus correctes pour plusieurs éléments. À cause de cette erreur, l'école atomiste fut contestée par l'école équivalentiste, notation en équivalent fondée sur des rapports pondéraux de combinaison, sur des rapports volumiques ou sur des équivalents de substitution. Donc, ayant ça entre les mains, si nous revenons au résultat de M. Dalton, nous voyons que si je considère le premier composé, donc 1 gramme d'azote, lui correspond 0,571 grammes. Donc, si je multiplie le 1 gramme d'azote par un facteur qui est 28, je dois multiplier 0,571 par le même facteur qui est 28, et dans ce cas-là, je vais avoir 15,988. Alors, nous savons tous que le carbone, un équivalent, c'est 14. Donc, pour 28, ça va nous donner 2 atomes d'azote. Et 15,988, c'est finalement 16. Autrement dit, c'est un seul atome d'oxygène. Donc là, nous sommes devant le composé N2O. Donc 2 atomes d'azote liés à un atome d'oxygène. Pour le deuxième composé, si nous multiplions par 14, le 1 gramme qui correspond à l'azote, on va avoir 14 grammes d'azote. Et nous devons donc, puisque pour chaque gramme d'azote, il correspond à 1,14 g d'oxygène, nous devons donc multiplier par le même facteur qui est 14. Et dans ce cas-là, on va obtenir 15,86. Autrement dit, 16. Donc là, nous sommes dans une situation 1 atome d'azote pour 1 atome d'oxygène, NO. Quant au troisième composé, si je multiplie le 1 g d'azote auquel correspond 2,28 grammes, si je multiplie donc le 1 g d'azote par 14 et que je fais pareil pour la masse d'oxygène, 2,28 multiplié par 14, ça va nous donner 31,92. Et 31,92, c'est presque 32, c'est-à-dire 2 fois 16. Et alors on a pour 14 grammes d'azote, 2 fois 16 grammes d'oxygène. Autrement dit, nous sommes devant le composé NO2. Cette fois-ci, c'est 2 atomes d'oxygène pour 1 atome d'oxygène. Et donc nous voyons
si vous voulez, que finalement Avogadro était un vrai quantificateur, c'était tout simplement un géant qui a contribué profondément dans le développement de la chimie moderne. Et donc c'est à partir de ces travaux d'Avogadro et de Dalton que les chimistes ont bien compris la différence entre un atome et une molécule telle qui est conçue actuellement. Donc une molécule, c'est en fait un assemblage d'atomes, d'éléments qui peuvent être différents ou qui peuvent être identiques, c'est-à-dire du même élément, qui sont liés par des liaisons chimiques. C'est pour cela que j'ai dit au départ que l'histoire du concept de molécule retrace les origines d'un autre concept qui est le concept de liaison chimique des éléments ou des atomes. Nous avons, si vous voulez, une image de l'ADN. Alors, comme vous le voyez, l'ADN, il est composé par plusieurs atomes, des milliers. Et donc, une molécule, comme je l'ai dit, peut être formée par deux atomes. Dans le cas du gaz de l'hydrogène, donc deux atomes d'hydrogène, ils peuvent donc nous donner une molécule qui est la molécule de dihydrogène, ou au contraire, un très grand nombre d'atomes pour former une structure ou une molécule géante. Sur cette image, nous avons pour le même élément chimique qui est le carbone, nous avons la structure d'un fullerène C60, autrement dit une structure qui est formée de 60 atomes de carbone. Et à côté, nous avons le graphite. Le graphite, bien sûr, il est fait de couches qui contiennent uniquement des atomes de carbone dans un état d'hybridation sp2, formant donc des hexagones. Ce sont des pavés avec des hexagones, ou si vous voulez ce que appellent les chimistes, les minéralistes, une structure en nid d'abeille. Et ces plans-là, ils sont séparés par du vide. C'est uniquement l'interaction Van der Waals. La troisième, ça correspond au diamant. C'est toujours le même élément qui est le carbone. Donc là, vous voyez, on a toujours le même élément qui est le carbone. La seule différence, c'est la manière avec laquelle les atomes de carbone sont liés. Et donc, on a trois objets, si vous voulez, différents. On a un fullerène C60, on a du graphite et on a du diamant. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.